Allez, on commence avec vous, oui, et pour analyser cette plateforme revendicative du mouvement syndical guinéen. D'abord, le contexte, comment vous l'expliquez, dans lequel intervient cette nouvelle menace de grève de ces organisations syndicales-là. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est compréhensible? Oui, c'est pertinent dans la mesure où vous et moi, nous connaissons tous les conditions dans lesquelles les enseignants guinéens ils vivent. Nous savons que ce sont des conditions dégradées. Donc, si des enseignants s'élèvent pour manifester, réclamer leurs droits, c'est tout à fait légitime. Dans les autres pays, je pense que des questions d'enseignement ne sont plus d'actualité parce que c'est des questions qui sont déjà résolues. Mais vous allez comprendre que dans notre pays, on n'a pas encore fini avec les enseignants et cela s'explique par plusieurs facteurs comme vous le savez. D'abord, le premier facteur, c'est parce que les enseignants ne sont pas bien rémunérés et vous allez aussi voir qu'il y a des primes souvent qui leur sont promises, qui sont prévues dans les règlements. Je précise que la plateforme revendicative des enseignants, disons des enseignants contractuels, il faut le préciser, elle est totalement différente de celle du mouvement syndical en général. Là, on parle de 5 plateformes, oui. Pas 5 plateformes. En tout cas, on parle du mouvement syndical en général qui est composé de 11 centrales syndicales reconnues en République de Guinée. Je comprends. Je pense qu'on revient aux mêmes revendications que portait Aboubacar Chouma à un moment donné, parce qu'il faut faire comprendre qu'il y a encore des points qui n'ont pas été satisfaits. Et quand vous prenez les revendications qui sont signalées dans ces 5 points, vous allez comprendre aussi évidemment qu'il y a des anciens points qui reviennent dans ces revendications. Donc j'étais en train de dire que c'est tout à fait légitime que les enseignants réclament leurs droits parce que dans un État, si on veut réellement le développement d'un pays, il faut d'abord commencer par l'éducation. On le dit souvent. Et je pense que quand on parle bien sûr de l'éducation, il faut penser à l'amélioration bien sûr des conditions de vie des enseignants, ce qui n'est pas une réalité dans notre pays. Le cas aussi des enseignants contractuels, je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au niveau de l'éducation. Depuis que Guillaume Awing il est là, je pense qu'il a consacré tout son temps. Non, attendez, vous n'allez pas quand même m'empêcher de dire ce que je veux dire, mon cher Omo. Je veux pas. Il a trouvé cette situation. Je sais, mais qu'est-ce qu'il a fait pour changer? Qu'est-ce qu'il a fait pour changer? Non, je ne résume pas tout à lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour changer? Il a trouvé ce problème sur la table. Bon, je comprends, mais lui, depuis qu'il est venu... Et n'oubliez pas qu'on est dans une transition, Khalil. C'est pourquoi c'est important de faire face à ces revendications. Parce que si vous ne faites pas la transition, vous l'avez rappelé, de crise en crise, nous partons au chaos. Et personne ne souhaite aujourd'hui. Oui, je dis crise en crise, nous partons au chaos. Nous savons les derniers instants d'Alpha Condé, c'était lié à ces manifestations, à ces cas des syndicats. Les syndicats ont manifesté, les syndicats n'étaient pas d'accord avec l'ancien président. Personne n'était d'accord finalement avec lui, mais c'est parti d'abord de ces cas d'enseignement. Et vous allez voir aussi au niveau du Sénégal, avant le putsch contre Macky Sall, les revendications qui ont été... non, je veux dire IBK, avant le coup d'État contre IBK, vous allez comprendre que les premières revendications, c'était des revendications sociales, c'était des enseignants qui exigeaient l'amélioration de leurs conditions de vie. Il y a toujours eu de grève des enseignants, toujours. Il y a toujours eu, mais nous savons aussi quels sont les impacts. Les impacts, ce n'est rien d'autre que... Dans tous les pays, il y a toujours des grèves. Le mouvement syndical se rébelle toujours. L'essentiel aujourd'hui, mon cher Homo, se passe sur Macron là, mon cher la Homo, réforme des retraites. L'essentiel aujourd'hui, il faut anticiper. Merci, Khalil. Il ne faut pas aller en bras de fer avec ces enseignants. Sinon, c'est une autre crise qui va se rajouter à la crise politique. Alors, on parlera des enseignants. Dans le pays. Je veux qu'on essaie de mettre un peu le curseur carrément sur le mouvement syndical guinéen en général. On parlera des enseignants avec les enseignants contractuels. Mais en attendant, là, on parle des fonctionnaires tout entiers, Mamadou Boy, puisque par exemple, il y a la demande de ce mouvement syndical est soutenue par, et notamment, puisque vous êtes économiste aussi, par la majoration des indemnités de logement et de transport de 500 000 francs guinéens. Et chacune ensuite, le mouvement syndical guinéen souhaite des négociations internes dans les secteurs privés mixtes, permettant, si vous voulez, une valorisation du salaire de base à hauteur de 70%, ainsi que le respect de la décision numéro
0221 du 10 mars 2022 du ministre du Travail et de la Fonction publique. Oui, Khalil, vous savez, nous sommes dans un contexte globalement difficile, une conjoncture économique difficile. Alors, dans un contexte également de rareté des ressources internes, mais aussi de rareté des financements extérieurs FINEX. Dans un tel contexte, il est important quand même que les acteurs en concertation puissent, n'est-ce pas, discuter. Je vais parler du mouvement syndical, mais aussi du gouvernement. Alors, au-delà, nonobstant la mission des structures syndicales, vous savez, leur mission, c'est défendre l'intérêt des travailleurs. Mettons le curseur sur la plateforme revendicative. Qu'est-ce que le mouvement syndical réclame? J'en arrive. Et ce qu'il réclame là, est-ce que c'est possible de le satisfaire? Justement, j'en arrive, Khalil. C'est un raisonnement. Ces 5 points, on va les développer. Donc, je disais que la vocation des syndicats, c'est de défendre l'intérêt des travailleurs. Donc, on ne peut pas reprocher quand même au mouvement syndical de sortir cette plateforme revendicative pour demander aux gouvernants, c'est-à-dire le CNRD actuellement, de penser justement à revaloriser les salaires, à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Donc nous allons revenir, Khalil, comme tu l'as dit, aux 5 points. Le premier point, c'est la revalorisation de la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 10%. Vous savez, le point d'indice, c'est quoi? Le point d'indice, c'est un outil qui permet au gouvernement, par exemple, de calculer le salaire brut des fonctionnaires. Donc par ricochet, il permet d'être un indicateur pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui, vous savez que le fonctionnaire guinéen, il tire le diable par la queue. Il y a tellement... Le fonctionnaire guinéen est submergé par les dépenses, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et surtout, une espèce de pléthore de missions d'inspection chaque mois. Il y a tout cela. Et puis, il y a de l'autre côté, on a tellement surfé sur cette histoire de vérification, de biométrisation, mais qui... C'est même devenu un travail pour les fonctionnaires actuellement. Chaque année, pratiquement, on est dans cette histoire. Non, chaque mois, c'est pas chaque année. Maintenant, c'est chaque mois. Alors, la fonction publique. Tout cela a donné quoi? Il y a lieu de s'interroger. Donc, ça, c'est la première revendication. Donc, augmenter le salaire des fonctionnaires. Et vous savez, le consommateur, quand on prend le fonctionnaire, c'est un agent économique, c'est un consommateur. Il ne peut bien consommer que lorsqu'il a un revenu disponible qui lui permet justement de satisfaire à ses besoins. Donc, le deuxième point, alors le mouvement syndical exige des négociations internes dans les secteurs privés et mixtes. Pourquoi? Parce que vous savez, le point d'indice salarial concerne les fonctionnaires d'État. Alors qu'il y a une autre catégorie de fonctionnaires qui travaillent cette fois-ci pour le secteur privé, c'est vous et moi par exemple. FIM, le GFM, c'est une entreprise privée. Donc il y a lieu aussi par exemple que les structures syndicales dans ces entreprises engagent directement des négociations avec les responsables de ces entreprises pour voir dans quelle mesure on peut améliorer et augmenter leur salaire. La troisième révalorisation, point d'interrogation, c'est la révalorisation de la pension de retraite des travailleurs déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et vous savez, de ce côté, il y a quand même des travaux en cours, mais il est important d'aller au-delà pour permettre à nos mères, à nos pères qui sont dans une situation de retraite de pouvoir dignement vivre de leur retraite. Le quatrième point, c'est la fixation de la prime de départ à la retraite de 12 mois de 2 à 12 mois et refaire le paiement de la pension en temps. Bon, ça rentre dans le même cadre d'idée. Il y a aussi l'augmentation du prime des transports. Alors là, c'est là où je voudrais m'appesantir pour un instant. Vous savez, les primes de logement et de transport, ce sont des montants qui viennent pour accompagner, n'est-ce pas, le travailleur, le salarié, pour pouvoir, n'est-ce pas, joindre les deux bouts. C'est pourquoi je disais tantôt que dans un contexte de conjoncture économique difficile, moi je conseille au CNRD de négocier avec le mouvement syndical en les appelant autour de la table et discuter de ce qui peut être disponible. En augmentant le salaire des fonctionnaires. Oui, mais cela ne peut être augmenté qu'en faisant fi aux ressources internes aussi de l'État. Parce que l'État ne peut pas dépenser ce qu'il ne dispose pas. Donc, en engageant des discussions... que l'État n'a pas les moyens pour augmenter le salaire des Non, je ne dis pas que l'État n'a pas les moyens. Il y a de l'argent dans ce pays. Attention, vous avez vu ces immeubles-là? Oui. Aujourd'hui, des immeubles le cas des immeubles, on se pose même des questions, mais voilà, on est dans quelle Guinée là? Le cas des immeubles, c'est notre débat. Mais c'est comme si on n'était pas dans une période de transition. Oui, c'est que je voudrais dire. Beaucoup de choses à dire. Il faut engager tout de suite des négociations parce que nous savons le mouvement syndical, c'est des structures, quand elles déclenchent des grèves dans un pays, cela peut avoir des conséquences fâcheuses, je ne le souhaite pas. Il est important d'appeler tout de suite ces différentes structures syndicales, engager des négociations, voir dans quelle mesure le gouvernement, en tenant compte de ce qu'il dispose, pour pouvoir satisfaire progressivement leurs revendications. Alors, Idrissa Sompare, concrètement, comment vous analysez un peu le contexte dans lequel intervient, bien entendu, ces revendications, cette volonté du mouvement syndical, bien sûr, voilà, de pousser le gouvernement à améliorer les conditions de travail
des fonctionnaires. Et ça c'est la première question. Et la seconde question, est-ce que vous pensez que ce gouvernement que vous voyez là finalement va accepter de se plier face aux revendications, bien sûr, de ces organisations syndicales? Moi, je les conseillerais donc d'éviter qu'ils ne partent en tiraillement avec ce mouvement social. Parce que vous savez, on peut avoir une certaine influence sur les partis politiques, sur les formations politiques, mais quand ça va sur le terrain social, parce que qui parle donc de travailleurs, parle aussi de ceux qui sont à la maison. C'est vrai que nous sommes dans un pays où on parle d'une crise d'emploi énorme, mais si tu es le seul à travailler, tu as au moins pratiquement une douzaine de personnes qui comptent sur toi. Si ta condition est misérable, ça a une répercussion sur ceux qui sont également à la maison. Je crois qu'on ne peut pas quand même reprocher au mouvement social syndical guinéen est-ce que c'est possible? C'est bien beau de faire des demandes, de demander des choses. Non, mais il faut aussi voir la faisabilité. Non, mais quelle faisabilité? À partir du moment on est en transition, on est en transition, d'accord, mais on est aussi au courant, on voit à longueur de journée de vie. Je savais qu'il allait dire ça. Que certains se sont offerts en un laps de temps. Je ne peux pas dire quand même qu'on est dans un pays pauvre. Au-delà de tout ça, s'ils ont réussi à fermer des entreprises privées, parce qu'ils ont créé encore on va dire, du chômage, parce qu'on a vu des entreprises privées qui employaient au moins près de 1000 et quelques personnes qui se retrouvent à la maison aujourd'hui, c'est qu'ils sont capables de faire face aux besoins de ceux qui sont à la fonction publique. Pour une fois de plus, vous voyez combien de fois les loyers sont en train de grimper. Est-ce que cela a une répercussion sur le niveau de vie? Parce que ce régime n'a pas pu faire contrôler le loyer en Guinée. Il y a eu des annonces. Il y a eu assez d'annonces, mais ça n'a jamais eu un impact. Oui. Au-delà de ça, ils n'ont jamais réussi à mettre un système de transport pour faciliter le déplacement des fonctionnaires qui parfois même sont obligés de prendre des déplacements. Vous voyez, quand un fonctionnaire se permet 2 fois pour arriver à son lieu de travail de prendre un déplacement, comme on le dit dans le langage vulgaire, ça veut dire qu'il touche une bonne partie de son salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ils disent ça sont pareils? On ne se ment pas dans ce pays. Vous imaginez, un père de famille qui a, supposons, 4 enfants à la maison, d'accord? Et qui a, disons, qui a beaucoup d'autres choses, notamment par exemple le transport, et qui est payé à 1,9 million. 1,9 million de francs guinéens. Est-ce que vous pensez que celui-là, il peut avec honnêteté, avec sérénité, faire le travail qui lui est dévolu? Est-ce qu'on ne se ment pas dans ce pays? C'est pas possible, il est obligé de se trouver un moyen. Mais les économistes ne diront jamais ça, oui. Non, mais en réalité, le salaire ne fait pas vivre. Le salaire du fonctionnaire guinéen ne le fait pas vivre. Il est obligé donc d'utiliser, quand il est au niveau d'une caisse, il est obligé de contourner. Et on va dire ainsi, si c'est des recettes qui arrivent, il est obligé donc de mettre une partie dans sa poche pour pouvoir tenir. Généralement, ceux qui arrivent à s'en sortir, ce sont ceux qui volent. Et aujourd'hui, ici, il y a un bon salaire. Je crois que le régime, à un moment donné, avait pris des mesures, appelé les gens à se retrouver au travail plus tard à 8 heures, et puis quitter à 17 heures. Si on a cette rigueur-là, il faut qu'on s'impose aussi la rigueur de pouvoir faire face aux besoins de ces travailleurs-là, les mettre dans les meilleures conditions. Et c'est pas, on ne demande pas la mer à boire. Le citoyen ou le fonctionnaire guinéen est très docile et très indulgent. C'est vrai qu'on fait des années, pratiquement sans entendre parler parfois de grèves, de manifestations. Pour une fois de plus, ce régime doit éviter qu'on glisse vers une frustration sociale, parce que quand il y a grève au niveau de la fonction publique, forcément la répercussion sera dans les familles. Alors, peut-être la particularité quand même de ce mouvement syndical, c'est que vous avez 11 structures syndicales qui ont signé. Oui, ça a été toujours comme ça. Non, mais le nombre il est important. Donc ça veut dire qu'il y a là l'ensemble des structures syndicales qui se retrouvent dans... On ne veut pas des primes. Vous savez, chaque fois il y a dialogue. Mais quand même, il est important de le mentionner, puisque imaginez si c'était juste 2 structures syndicales qui avaient signé ce préavis de grève, on n'en serait pas là. Donc il est important quand même que l'État, en fonction de ce qu'il dispose, puisse, n'est-ce pas, appeler ces syndicats et voir négocier et trouver le juste milieu. Je pense que c'est la solution. Faire des revendications au nom, disons au nom des fonctionnaires de l'État, au nom du peuple, pour quelle crédibilité, Khalil Camara? Il faut dire qu'il ne faut pas tout politiser quand même. Est-ce que vous pensez que le mouvement syndical qu'on a aujourd'hui, il est suffisamment... C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que le mouvement syndical qu'on a aujourd'hui, qu'il est suffisamment crédible, suffisamment légitime pour pouvoir en tout cas déclencher une grève et qui peut amener le gouvernement en tout cas à se plier? Il faut surtout qu'il y ait l'union
l'unité entre... Vous ne répondez pas à la question. Vous faites comme Marcel. Je réponds à votre question. Vous faites comme Marcel. Pas du tout. Je réponds à votre question. Oui. Je dis bien qu'il faut d'abord qu'il y ait l'harmonie entre les structures syndicales. À partir de là, moi je pense... Ça existe en fait. Oui, ça peut exister. Parce que lorsqu'ils disent... Vous ne répondez toujours pas. Non, si. Si. Bien. Je dis, lorsque tous les syndicats disent la même voix pour une cause commune, moi je pense qu'à partir de là, on peut parler. Je comprends, vous parlez de crédibilité. Ma question porte sur un jugement en fait, une appréciation que je voudrais avoir auprès de vous par rapport à la crédibilité de ce mouvement syndical. C'est-à-dire, ces organisations syndicales, est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisamment légitimes, surtout crédibles, voilà, de pouvoir appeler à une grève et puis amener le gouvernement à fléchir. Pourquoi souvent il y a des dissensions au niveau de ces structures syndicales-là? Parce qu'il y a beaucoup de mésententes, parce que les gens ne s'entendent pas. Tu vas voir que les gens ne se battent pas pour la même cause. Mais lorsque tout le monde se bat pour la même cause, pour une cause commune, je crois qu'ils vont dire la même chose. Et quand ils disent la même chose, cela veut dire que désormais, la revendication, elle va non seulement être légitime, mais aussi crédible. Parce que lorsque ceux qui sont devant sont prêts à revendiquer les droits des fonctionnaires, pas que d'un seul camp, comme nous avons l'habitude de voir dans notre pays, c'est-à-dire que lorsque ça répond aux aspirations de tous les fonctionnaires, moi je ne vois pas en quoi sauf que ce que Khalid dit est important, parce que quand vous regardez ces leaders syndicaux, quand vous prenez par exemple un certain Amadou Diallo ou Alpha Condé, il a été décrié ici. Il y a beaucoup parmi eux qui n'expriment plus confiance. Mais maintenant la souffrance qui est là, ils étaient dans tout, hein, sur Alpha Condé. La souffrance qui est là, certains ont perdu leur crédibilité. Beaucoup sont tombés dans les pièges des autorités, où on a créé une certaine division en essayant de mettre certains dans les meilleures conditions. Après, ils s'opposent au reste du groupe. On voit pratiquement une division. Ça fragilisait quand même. Je crois que ça, c'était avec des enseignants. Et vous pensez que c'est révolu? Mais cette fois-ci, il s'agit d'un grand ensemble. Non, cette fois-ci, il s'agit d'un grand ensemble. Moi, je crois qu'il y a de l'espoir. C'est comme si Kali ne vivait pas en Guinée. Si je vis en Guinée, il s'agit des mêmes personnes. Je comprends. Amadou Diallo est le patron de la CNTG. Mon cher Omo, qui ne veut pas que son salaire soit rehaussé, qui ne veut pas que son salaire soit augmenté, qui ne veut pas. Donc, je crois que ça, c'est des problèmes aujourd'hui que tous les fonctionnaires vivent, qu'ils le disent ou pas, tout le monde veut cela. Donc, si c'est un mouvement qui va dans ce sens-là, je ne vois pas en quoi il y aura des personnes qui pourraient empêcher cela. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le CNRD doit faire tout pour éviter ce qui doit arriver, parce que quand il s'agit des mouvements syndicaux, surtout que ce n'est ni lié à la politique, ni lié encore à d'autres mouvements politiques, je crois que c'est très pertinent et il faut faire face. Il faut y faire face. Alors, à présent, on va partir avec nos obligations commerciales derrière. Et ce sont les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre Talk Politique en relayant bien entendu toutes vos réactions sur ce sujet. À tout à l'heure.